Salut Mélanie, comment ça va? Salut Annabelle, ça va bien toi? Oui, très bien. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Mélanie Parizeau, je suis chargée de projet, gestionnaire de projet depuis plus de 15 ans, autant en cabinet de traduction qu'en entreprise. Dans mon cas précis, c'était dans une banque, une grande banque canadienne. Parfait. Et toi, aujourd'hui, tu vas nous parler de la gestion de projet. Mais c'est quoi en fait? En fait, on est le facilitateur ou l'accompagnateur du client qui a besoin de faire, pour quelque raison que ce soit, faire traduire des documents, une série de documents, un site web, ça peut être tout dans toutes les langues possibles. Et étant les spécialistes de ce genre de travail-là, on peut les accompagner dans comment mieux procéder de A à Z pour qu'ils obtiennent le résultat final d'avoir quelque chose de traduit. Donc, on les accompagne là-dedans. Qu'est-ce qu'on a besoin pour les aider? Dans le fond, la gestion de projet. Et c'est aussi de développer une belle relation avec le client, qui nous fasse confiance, qui sache qu'on est là pour son bien, pour l'aider. Donc, ça peut sembler peut-être étrange des fois des choses qu'on peut demander. Par exemple, si un client a une phrase vendeur pour lui, un tagline qu'on pourrait dire en anglais, euh, pour une campagne de pub, ben, nous, on va l'accompagner là-dedans. On va dire, bon, OK, qu'est-ce qui seront les visuels? Ça va s'adresser à qui? Alors, on prend tout ça en compte lorsqu'on rend plusieurs, peut-être, ébauches de différents taglines en français. Des bonnes relations, j'en ai avec plusieurs clients, puis je trouve ça génial parce que oui, lorsqu'on a besoin de plus de temps, ils sont plus conciliants, ils vont comprendre, puis nous, on comprend leurs impératifs. Puis à quoi ça ressemble la relation entre le client et le gestionnaire de projet? Comme spécialiste, on sait vraiment, nous, ce qu'on a besoin, de quelle façon on peut leur tourner. Et puis souvent, ben, ça va mener à plus d'échanges d'informations. Donc, ils vont laisser au passage quelque chose dans un courriel ou dans juste de vive voix. Puis là, tu dis, ah, OK, ben là, ça m'amène à poser d'autres questions et à prévoir peut-être quelque chose qu'on n'avait pas vu qui viendrait. Comment on peut organiser ça? Ça, c'est pas tout de suite, ça s'en vient dans le futur. OK, mais comment on pourrait l'aider là-dedans? Donc, vraiment, on est son allié, bras droit. En tant que gestionnaire, on est là pour l'aider et puis s'assurer qu'on est quand même dans les coûts, autant pour l'entreprise qu'on dessert ou pour laquelle on travaille quand on est en cabinet. Même chose à l'interne quand même, lorsqu'on est un collègue, il faut quand même s'assurer que notre entreprise ne paye pas le double quand même pour le travail qui peut être fait. Donc, en tant que gestionnaire, c'est toujours un petit peu la base là, de s'assurer qu'on est dans les coûts. Puis sinon, ben, de vraiment bien tout de suite aller vers le client et puis dire comment est-ce qu'on peut aller trouver d'autres solutions, qu'est-ce qu'on peut prioriser. Donc, toujours encore là, dans cette relation-là avec le client, transparent, pourquoi qu'il y a des reports, pourquoi qu'il y aurait un délai, y a des questions supplémentaires. Puis, un client avisé va être beaucoup moins fâché qu'un client qui apprend la journée de sa livraison qui n'aura pas son document. Et c'est quoi la différence entre la gestion de projet en traduction et la gestion de projet dans les autres domaines? La méthodologie qui est plus grandement utilisée, c'est la méthodologie agile pour la gestion des projets. Donc, ce sont des petits morceaux qui sont faits, qui amènent au gros projet ou au tout du projet. Mais ça permet de réorienter si les priorités ne sont pas les bonnes. Ou si, donc, au lieu de se rendre jusqu'à la fin du projet, de dire, ah, finalement, c'est désuet, ça ne fonctionne pas. On peut être plus malléable dans son approche, puis où on met notre énergie, parce que c'est plutôt en gros, at large, puis après ça, éventuellement, on va détailler les étapes, tandis que la méthodologie Waterfall, qui est plutôt utilisée en gestion de traduction, ce sont plutôt des projets qui sont in and out rapidement. Ben là, on n'a pas le temps d'implanter ce genre de méthodologie-là. Ça ne s'approprié pas à ça. Je peux prendre différentes méthodologies en tant que gestionnaire, euh, tout dépendant de ce que tu dois gérer comme type de projet, l'ampleur du produit final aussi à livrer. Donc, je pense que c'est ça qui fait plutôt la différence, les différents types d'approches en gestion qui vont faire la différence. Et c'est quoi les différences entre la gestion de projet en entreprise et celle en cabinet? Dans l'entreprise, ben, tu es vraiment le collègue ou les collègues de tes clients. Tandis que lorsqu'on devient fournisseur en cabinet, on va avoir des informations, mais il faut faire plus d'accompagnement client parce que c'est pas notre collègue, on doit vraiment l'accompagner. Donc, l'approche est un peu différente parce que ça, quand ça devient ton client, ben, il y a une notion que c'est quand même eux qui payent et bon, tu dois fournir
de travail. Donc, moi, en gros, c'est ce que j'avais remarqué de différent. C'est la relation entre la personne qui t'envoie le travail et toi, à l'interne, en cabinet, n'est pas tout à fait la même. C'est quoi la plus grande difficulté d'un gestionnaire de projet selon toi? Ce qui est difficile en gestion, c'est un client qui te revient pas du tout ou rapidement. Ben, encore là, on sait que le client a d'autres choses à faire que s'occuper que de la traduction. Mais lorsqu'on pose des questions et on nous revient pas, ben nous, on est un peu coincés dans le projet. Alors même si le client nous dit, ben, je veux que tu livres à telle date, ben, on voudrait bien, mais on doit attendre son retour. Donc ça, c'est ce qui est le plus difficile, dans le fond, c'est quand les clients sont pas autant impliqués que nous dans le bon déroulement du projet. Ça, c'est un petit peu plus frustrant et dommage parce qu'on n'arrive pas à échéance. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi les étapes entre la réception et la livraison d'un document? Alors, après ma barre, c'est on reçoit le document ou les documents à traduire au site web. On fait une évaluation, on revient au client, on lui confirme l'échéance. On confirme ce qu'on a besoin. On a besoin de documents de référence, peut-être. Si c'est un système informatique, est-ce qu'on a besoin de saisie d'écran? On va fournir une traduction de compréhension de parenthèse. Il y a plein de choses à faire. Donc, ça, c'est en amont du projet. Après ça, on va attribuer aux meilleures ressources qui sont spécialisées dans certains domaines. Si c'est pour du bancaire, on va aller vers des ressources bancaires et non pas vers quelqu'un qui va faire de l'alimentaire ou du pharmaceutique. Donc, il faut vraiment aller et voir si les échéances de chaque intervenant, que ce soit un traducteur, en révision après, que tous les intervenants ont assez de temps pour faire leur travail. Donc, c'est pour ça que c'est important au début de bien dire au client, bien évaluer le temps que ça prendra. Comme ça, toutes les étapes peuvent être bien faites. Après ça, s'il y a des étapes d'éditique, est-ce qu'on a besoin, si c'est un PowerPoint, de faire des manipulations pour rendre le texte plus lisible. Par exemple, en français, on a, je pense, un 20 à 30% de plus. Donc, c'est sûr que les petites cases qui ont été faites pour l'anglais, souvent le français va déborder. Même chose en Excel, les visios. Donc, on doit prendre un petit peu de temps pour rendre le document tout à fait parfait pour le client. Et après ça, on va procéder à la livraison. C'est à peu près comment le processus fonctionne. Et tu as parlé de devis, mais comment on calcule ça? Ben, chaque client, c'est quand même, en anglais, on appelle ça un Service Level Agreement, ce qui serait une entente, dans le fond, de combien de mots par jour ou combien d'heures. Il y a des barèmes à suivre pour chaque client et c'est différent. Et on va se fier à ça pour établir les devis. Donc, autant pour les tarifs, autant pour tout service connexe qu'on devrait ajouter. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus de temps de gestion que ce qu'on fait habituellement? Est-ce qu'on a besoin d'éditique qu'on mentionnait tantôt? Bon, prévoir le temps. Il faut tout ça, ça soit additionné selon les tarifs du client et puis lui proposer, voici combien de jours ouvrables, voici combien ça peut vous coûter. L'échéance peut toujours être négociée. Je veux dire, si le client dit, ah non, mais ça, c'est trop long, là, ça me le prend plus rapidement. On peut faire ça en tarif roche, on peut faire ça plus rapidement. On peut séparer le document, on peut s'arranger. Si le client a vraiment une date butoir, on va vérifier avec lui, on va bien lui expliquer peut-être les manipulations qu'on devra faire pour y arriver. Et s'il est d'accord, ben on va procéder de cette façon. Donc, le devis est vraiment établi selon le client, ses tarifs déjà préétablis et les services qu'on devra s'assurer. Donc, c'est préférable de s'assurer de bien analyser les documents ou analyser le document envoyé pour s'assurer qu'on met vraiment bien dans le devis tout service qui pourrait être utilisé au cours du projet. Comme ça, il n'y a pas de surprise pour le client. Au moins possible. Si on doit reviser le devis, on le fait aussi en cours de projet. On peut dire, ah, ben OK, il y a des fichiers imbriqués, vous avez dit oui, vous avez besoin de les traduire, ils n'étaient pas inclus dans le devis original, voici un devis amendé ou modifié pour refléter ces nouveaux besoins-là. C'est quoi qu'on tarif? Les mots du document en anglais ou les mots dans la traduction en français? C'est vraiment l'anglais. On se base toujours sur l'anglais pour le travail, même si nous, on met plus de mots en français. Puis ce serait la même chose vers l'italien, vers l'espagnol. Donc, c'est la même chose. On se base toujours sur le document source. Donc, à l'inverse, si on traduit du français vers l'anglais, ben, c'est le document français qui compte. Donc, même si on va faire moins de mots en anglais dans notre traduction, ben, on facture quand même le document source du client. C'est ça sur lequel on se base pour le tarif. En général, le tarif d'une traduction se situe entre 20 et 28 cents du mot, mais qu'est-ce qui arrive si le client veut faire traduire un mot seulement?
Ben, habituellement, les cabinets, en tout cas, et même à l'interne, il y a toujours un tarif minimum. Que ce soit parce qu'il y a juste le temps d'ouvrir le document, de le regarder, ben, il y a quelqu'un qui a passé du temps à faire ça, sans penser même qu'il faut, après ça, l'envoyer en traduction à quelqu'un. Donc, il y a quand même 2 intervenants déjà minimum, ou c'est pas 3. Donc, c'est sûr que ça prend un tarif minimum pour que ce soit un mot. Encore là, on va peut-être se retourner vers le client et lui dire, bon, vous avez besoin de tel mot, mais est-ce qu'il y a un contexte? Donc, on va vraiment creuser un peu plus. Quand ce sont des projets un peu plus hors normes comme ça, ben, s'il y a toujours quelque chose d'autre qui est caché sous la roche. En grattant un petit peu, on trouve le reste pour nous aider à traduire. Si c'est qu'un mot, ça va être qu'un mot. Mais il y a plus habituellement. Est-ce qu'on a le droit de refuser de traduire un document ou il faut négocier avec le client? En tant que chargé de projet, on peut pas refuser. Je crois pas que j'ai jamais vu ça. On va plutôt accompagner le client, lui dire plutôt pour quelles raisons il en a besoin, dans quelle optique c'est utilisé et tout ça. Donc peut-être qu'en faisant ces démarches-là avec lui, on va mieux comprendre le pourquoi et peut-être qu'on peut obtenir le document ou les documents de meilleure façon ou peut-être dans le format original. Donc non, on refuse jamais d'aider un client, mais on va vraiment voir de quelle façon on peut l'aider. Comment tu attribues un projet au bon langagier et langagière, autant pour la traduction et la révision du projet? On suit autant leur CV, parce que bon, on a tous le CV de chacun des collaborateurs, autant les collaborateurs externes qu'internes. On sait qu'est-ce qu'ils préfèrent faire, dans lesquels ils sont bien qualifiés pour faire, dans lesquels ils peuvent nous aider, ou lesquels domaines que bon, ça fonctionnera pas du tout non plus pour eux. Ils seront pas à l'aise ou pour plein d'autres raisons. Donc, on doit prendre tout ça en compte, autant comme quand tu dis qu'on doit sélectionner le bon traducteur, le bon réviseur. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a moins d'expérience en traduction pour un client donné, et la personne peut prendre le volume, c'est super. On va la combiner avec un réviseur qui connaît très bien le client. Donc, de cette façon-là, on va aller récupérer, bon, l'aspect, on connaît le client, la terminaux et tout ça. Si le traducteur qui connaît moins le client, on a un filet de sécurité avec le réviseur. Parce que si on a quelqu'un qui est très, très aguerri dans ce domaine-là, ce client-là, ben peut-être qu'on va lui demander de faire un clé en main. Quelqu'un qui va nous traduire de A à Z le document n'est pas revu et puis c'est ce qu'on livre au client ou qui sera que relu une petite relecture. Donc, c'est sûr que ça fait vraiment la différence. Et comme tu dis, il faut vraiment s'y au domaine. Et en plus, il y a encore des sous-catégories. Puis à la force de travailler avec certains collaborateurs ou à l'interne et externe, on apprend à connaître aussi dans quel domaine ils excellent ou quel type de fichiers ou documents ou projets. Et puis, on va se tourner vers ça pour eux aussi, parce qu'eux aussi, ils aiment ça bien faire un travail, se sentir que ça va bien et tout ça. Donc, pour tout le monde, c'est gagnant. C'est quoi la différence entre un traducteur débutant et un traducteur avancé? Oui, bien, habituellement, le compte de mots par jour pour un traducteur, il augmente avec son expérience habituellement parce que ça va de plus en plus vite pour traduire. Avec les outils, par contre, de traduction, tant les mémoires de traduction que la traduction assistée par ordinateur. Et je crois qu'il y a aussi un travail qui devient plus de révision même que de traduction. Ça, c'est l'évolution technologique un peu. Aussi, le traducteur avancé va avoir une plus grande connaissance aussi du client ou des clients qu'il va desservir. Donc, il y a des questions qui vont se poser quand même, mais qui va quand même avoir un certain bagage. Donc, il y a moins de questions qu'il va avoir à poser à la terminologie ou même au client parce qu'il va savoir pour les 10 autres fois qu'il a vu le même terme ou la même chose, il sait que ça va se dérouler de telle façon, donc il va aller de l'avant. C'est sûr que la personne qui commence va avoir besoin d'un peu plus d'accompagnement. C'est normal qu'ils ne peuvent pas faire le même rythme de production, disons, que leurs collègues qui ont un peu plus d'ancienneté. C'est quoi un système de gestion TMS? Ça permet de suivre ton projet de A à Z, donc en temps réel, de savoir, OK, mon traducteur est rendu à telle étape, après ça, ça va en révision, ou non, c'est prêt pour mon intervention pour envoyer à l'éditer ou livrer au client. Donc, il y a beaucoup de solutions intégrées par rapport à la gestion de projet. Tu peux tout de suite voir s'il y a quelque chose qui coince en quelque part et aller voir si les différents intervenants ont besoin d'aide sur quelque chose, c'est peut-être des questions. Donc, nous, ça nous permet d'intervenir plus rapidement, moins de gestion aussi pour les langagiers ou les collaborateurs qui auraient besoin de nous signaler un problème. Et souvent, de gros clients peuvent avoir
plusieurs chargés de projet attitrés. Donc, on ne peut pas tous voir tous les projets rentrer. Donc, ça nous permet de dire, ah, OK, ouais, il y a quelque chose d'autre qui est arrivé sur le sujet. On va s'assurer d'informer nos collègues, puis rapidement, on va centraliser les demandes au même endroit. Et finalement, ce serait quoi les qualités qu'un gestionnaire de projet devrait avoir? C'est vraiment de pouvoir rapidement changer ses priorités ou s'adapter rapidement à ah, on fait ça comme ça maintenant, ah non, on fait ça comme ça. Au cours de la journée, les priorités changent avec les urgences qui vont changer ou pas, parce qu'il y a des choses qui redescendent en bas de liste, d'autres qui vont remonter au cours de la journée. Fait que le matin, tu peux t'avoir à te concentrer sur certains aspects, puis le reste de la journée, d'autres choses. Donc, il faut être capable de rapidement switcher d'un à l'autre. Être rapide aussi dans la réponse client ou répondre à tout collaborateur, que ce soit avec les engagés avec qui on travaille, que ce soit des clients, nos collègues à l'interne. Plus rapidement qu'on répond à leur courriel ou à leur téléphone ou leurs appels, mieux c'est. Puis parce qu'eux, ils se sentent aussi appuyés dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est ça notre but, c'est de faciliter, rendre ça le plus rapide possible, répondre ou faire des actions nécessaires dans divers projets, que ce soit pour reporter une échéance, de négocier des choses, envoyer des questions aux clients. Donc, il faut qu'on soit quand même très rapide. Il faut avoir un tempérament où aimer être un peu dans l'urgence ou de toujours avoir beaucoup de travail ou en tout cas à haute octane, comme je pourrais dire. Il faut carburer un petit peu au rush ou à l'urgence, j'avoue. Pour moi, je trouve que c'est très difficile d'être engagé à l'inverse, parce qu'on leur demande, OK, tu dois me rendre tant de mots pour telle heure, je veux dire, c'est fixé un petit peu dans le temps. Et puis moi, ça me stresserait d'avoir des échéances, puis là, si j'ai pas fini, j'ai pas reçu mes réponses, je les ai pas intégrées. Donc, je pense que chacun vit son type de stress, puis moi, c'est quelque chose que je serais pas capable de faire. Par contre, en gestion, rapidement aider mon collègue pour qu'il puisse faire son travail ou mon client, il n'y a pas de problème. Mais oui, effectivement, ça prend un type de personnalité pour ça. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir assisté au podcast. Est-ce que tu pourrais me dire où on peut te suivre sur les réseaux? Oui, je suis sur LinkedIn, Mélanie Parizeau, Mélanie avec un Y, Parizeau, SEAU. Et présentement, je suis chargée de projet conseil chez Versacom.